Nous avons sollicité Carlos Moreno. Carlos Moreno, que vous connaissez tout, le célèbre urbaniste qui a conceptualisé la ville du quart d'heure. C'est Thierry et Corinne Nick qui ont eu cette idée, qui avaient le contact d'ailleurs avec Carlos. Il devait être là, et tout était calé comme ça. Et puis, il y a quelques semaines, il a été convié en Bolivie pour préparer la COP30. Donc il est absolument désolé et il a dit venez me voir à Paris. Donc nous sommes allés le rencontrer avec Thierry et nous avons enregistré cet entretien. Ça dure 15 minutes. Il faut être très concentré parce qu'il a un petit accent, mais ce qu'il dit est profondément intéressant, très différent. On ne l'a pas interrogé sur la ville du quart d'heure, vous comprendrez. On l'a vraiment interrogé sur la ville sensible. Oui, on ne voulait pas en fait qu'il nous fasse sa démonstration de la ville du quart d'heure qu'on peut connaître. On peut même parfois être un peu contre pour certains. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. On l'a challengé sur des éléments vraiment ponctuels, sur des choses réalisables qu'il a réalisées. Et du coup, on lui a fait faire ce pas de côté. Mais c'est vraiment intéressant. Et du coup, moi, j'avoue, j'ai été assez séduit finalement, alors que il y avait 2-3 choses qui me gênaient un peu dans son discours. Et du coup, vraiment intéressant. Et d'ailleurs, vous retrouverez, il a fait des dédicaces de, je ne sais plus combien, une cinquantaine de livres qu'on a ici et qui sont mis en vente, en fait, sur justement son livre sur la ville du quart d'heure, sur la ville sensible. Non, c'était le titre. La ville du quart d'heure. Donc, vous le trouverez tout à l'heure dans le kiosque. Elles sont déjà dédicacées. Il n'y aura pas votre nom, mais en tout cas, il y a un petit mot qui est mis dessus. Allez, merci. Place à la vidéo. Bonjour Carlos et merci de nous accorder cet échange exclusif dans le cadre des premières assises de la ville sensible. Ton regard sur la transformation urbaine est mondialement connu. Il est important pour nous parce que tu as théorisé la ville du quart d'heure qu'on connaît aussi bien. Tu es aussi un expert des smart cities. Je le sais pour t'avoir beaucoup suivi. D'ailleurs, tu as pas mal critiqué aussi les smart cities parce que trop technocentrés. Tu souhaitais qu'on parle un peu plus de l'approche humaine, de la data, des technos au service des habitants. Là, on te parle de ville sensible. Comment cette notion résonne-t-elle chez toi ? Bien, d'abord, merci pour cette invitation. C'est un plaisir, un honneur aussi d'être pour cet événement de ville sensible à Lyon, auquel je ne peux pas malheureusement y assister. Mon parcours, effectivement, tu viens de les résumer. Dans le monde qui est plutôt lié aux mathématiques, à l'informatique, jusqu'à cette approche des villes de proximité, les polycentrismes, on connaît sous le nom de la ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure, la ville ou le territoire des X minutes, est profondément lié à une approche humaniste que j'ai façonnée au fil du temps. Je rappelle que je suis né en Amérique latine, donc dans des cultures dans lesquelles l'approche du sensible est présente toujours, que ce soit au travers les sens qui sont la vue, l'odorat, les toucher, mais également autour de mes voyages dans le monde entier. Je connais très bien les cultures asiatiques, les cultures de l'introspection aussi, qui est une culture de la sensibilité parce que c'est connaître soi-même également. Donc, la ville, c'est le lieu dans lequel la majorité des populations mondiales y vit. C'est pas des infrastructures, la ville, c'est pas des bâtiments, la ville, c'est pas uniquement des maisons ou des lieux dans lesquels on travaille. La ville est avant tout un contact humain qui a émergé et qui a disparu à la fin du 19e, au début du 20e, et que nous voulons retrouver avec ce mouvement qui s'est développé partout dans le monde pour que cette humanité puisse se transformer dans quelque chose qui soit plus vivable, plus agréable. Ce n'est pas facile,
mais au cœur, c'est de retrouver l'humanité dans la rue que nous avons perdue. Ouais, parce que pour toi, c'est l'essence même de la ville, finalement, la ville sensible. L'essence même de la ville, c'est la ville sensible, et ça me permet de rappeler aux uns et aux autres, puisque j'ai beaucoup les pouvoirs de l'expression du langage, j'ai écrit beaucoup, j'ai donné beaucoup de conférences, et l'étymologie, ça nous permet de lui rappeler d'où nous venons aussi, pour mieux se projeter là où nous allons. Et donc, quand on dit sens et ville sensible, sont étroitement liés, et je rappelle que sensible, ça vient des latins sensibilis, c'est-à-dire percevoir avec des sens, c'est-à-dire les sens qui sont rattachés au contact sensoriel. En Occident, on parle des 5 sens. Et sensibilis également vient donc dans les latins sentire. Et d'ailleurs en espagnol, les hispanophones, on dit sentir à la place donc, pour exprimer la sensibilité. Mais sentir, c'est percevoir par les sens concernant l'intelligence, les processus de décision. Et donc, on vient de dire l'essence du sensible. Et donc, on doit toujours avoir en vue que notre démarche, quand nous parlons de la proximité, quand nous parlons de la ville du quart d'heure, c'est de relier ce qui était artificiellement séparé. C'est l'essence de la complexité très chère à Edgar Morin, qui aujourd'hui a 104, bientôt 105 ans, qui est pour moi ma référence intellectuelle depuis que j'ai 24 ans, quand j'ai découvert ses travaux sur les méthodes de la méthode et la complexité. Et donc nous nous sommes habitués en Occident à séparer des choses qui étaient naturellement liées. Et la ville, par rapport au constructivisme, à la solidification, Thierry aussi connaissait très bien en tant qu'architecte, je rappelle la charte d'Athènes 1933, et ce qui était un suivi après la Deuxième Guerre, avec la zonification, l'approche fonctionnaliste. Donc on disait, Le Corbusier, pour faire bien quelque chose, il faut qu'on soit concentré par rapport à ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'il primait les structures rationnelles. Donc pour être concentré à son travail, il fallait avoir des lieux où on travaille. D'où la naissance des quartiers d'affaires. Pour être bien chez soi, il fallait que tout le monde soit chez soi. Donc les quartiers résidentiels. Quand on s'amuse, il faut qu'on s'amuse. Les quartiers culturels. Et donc on a assisté à la ville des longues distances, reliées par des voitures. Polarités différentes. Les polarités. Donc la voiture est devenue le point de connexion à travers les routes. Et les longues distances se sont imposées comme mode de vie. Et nous avons transformé l'essence de l'humanité. Il est devenu l'essence des circulations. Et l'essence des circulations a donné lieu à l'émergence de ce que j'appelle les modernes centaures, mi-temps humain et moitié humaine, moitié voiture. Quand aujourd'hui, nous voulons faire le chemin inverse, nous voulons retrouver une humanité 100% humaine, c'est-à-dire dans sa sensibilité, qu'elle soit sensorielle ou qu'elle soit à l'intelligence, mais reliée. Comme ça existait pendant plusieurs millénaires, mais que nous avons perdu dans la course folle du XXIe siècle, liée à notre manière de produire, à notre manière de gagner notre vie, à notre manière d'exister, et au cœur, la ville fonctionnelle. Alors justement, Carlos, toi tu parles, il y a un mot que j'aime beaucoup que tu emploies, c'est la topophilie. En fait, c'est vraiment l'attachement affectif à un lieu. Il y a quelque part de l'amour d'ailleurs derrière, il y a de la fierté, de l'émotion, du partage. Donc le lieu est important parce qu'il exprime des choses. Mais le lieu qui est la ville ou qui est le quartier, c'est aussi un lieu de conquête, de reconquête. Tu as parlé effectivement aussi de la conquête des GAFA sur ces lieux de territoire. On parle actuellement des reconquêtes de territoire par des gens qui font du commerce de la drogue et compagnie. Donc la ville est aussi un lieu de reconquête. Oui, tout à fait, Thierry. Je rappelle que tu as dit la topophilie, donc aimer un lieu, c'est vraiment de l'amour qui s'exprime au travers les plaisirs d'être dans un lieu. Et c'est intéressant pour nous, en tant que Français, là on parle français, c'est une approche d'une culture française, c'est un mot, une expression qui revient à Gaston Bachelard, qui l'a proposé en premier. La topophilie, c'est lui qui l'a
qu'il a porté, mais il n'a été connu dans le monde entier que par un américano-chinois qui s'appelle Yi Tifuan, qui lui est géographe, que j'invite tout le monde à connaître. Hein. Il a reçu les prix Vautrin-Lode, qui est les prix qu'il y a à Saint-Dié, qu'on avait le prix Nobel de géographie d'ailleurs. Hein. Et Yi Tifuan a écrit dans les années 90 un livre en anglais qui s'appelle Topophilie et qui concerne justement la perception des lieux, des environnements par notre capacité à nous émerveiller. C'est ça la définition de la topophilie. Et qui s'est répandue en Amérique latine, en particulier au travers l'écriture, les littéraires, donc le réalisme magique, c'est-à-dire Gabriel García Márquez, toute cette génération, Vargas Llosa et autres, qui ont créé ces univers, des lieux difficiles, des lieux parfois impénétrables, des lieux dans lesquels d'autres règles que celles des États s'appliquent, parce que ça vit en fonction de la manière comme les gens construisent des liens ou parfois des règles. Et donc, quand tu dis des territoires en reconquête, parce que, effectivement, il peut y avoir ces lieux-là dans lesquels les nouvelles règles qui s'imposent, ce sont des règles d'une économie marginale ou d'une économie des violences. Donc, on parle du trafic des drogues, etc., comme ça peut exister. Et donc, si on veut retrouver ce qu'on appelle l'harmonie sociale, on va dire, qui est un mot qui vient également des pays asiatiques, mais qu'on utilise beaucoup en Amérique latine pour retrouver des territoires et d'organisation d'harmonie sociale, ça veut dire que l'harmonie a été cassée par une perte des repères, qui sont également des repères sensoriels, des repères rationnels, et par rapport à des règles de vie ensemble qu'Aristote avait défini il y a 2000 ans sur le nom de polis, puisque polis était la manière comme les humains avaient des règles communes qui leur permettaient de régler une manière de vivre pour que la communauté effectivement retrouve ces notions d'harmonie. Donc aujourd'hui, dans ces territoires, ce que nous proposons, et à multiples reprises, et on l'applique dans de multiples lieux, c'est donner à la proximité un rôle des générateurs de nouveaux liens qui humanisent et qui génèrent une nouvelle harmonie concernant un sens de la vie qui ne soit pas celle de l'économie illégale, de l'économie informelle. Et on l'a connu de manière extrêmement pratique à Medellín. Medellín, il y a 35 ans, 40 ans, c'était les lieux de la drogue, c'était Pablo Escobar. Tous les quartiers informels étaient en proie à la pire des violences. C'était la ville la plus violente au monde. Il y a des lieux dans lesquels il pouvait y avoir parfois jusqu'à une centaine de morts par semaine, où il fallait chercher avec des camions, et qui est devenu, au bout de 20 ans, un lieu d'innovation sociale absolument spectaculaire. Il a gagné les prix Likoyan qui s'est fait à Singapour tous les 2 ans, qu'on appelle les prix Nobel des villes. Parce que la proximité est venue jouer un rôle majeur. Une proximité dans laquelle on ratisse un triple lien. Un lien écologique par rapport à la nature et nos sens. Un lien économique par rapport à la manière de gagner notre vie, à la manière de créer de la valeur et humaniser la relation donc, aux professionnels. Et les liens sociaux, l'inclusion sociale et développer une qualité des contacts humains qui réduisent donc la violence qui s'exerce dans ces lieux-là. Et la proximité est un vecteur majeur et c'est vraiment ça qui a donné à la ville de Quart-d'Heure ses galons de gloire dans le monde entier. Puisqu'au travers de la proximité, on a su tisser. Et comme disait Edgar Morin, quand on parlait de la ville, il disait la ville c'est le lieu le plus complexe qui existe parce que c'est là où il y a les plus d'interdépendance. Et donc, complexus en latin, c'est tisser ensemble. Et pour tisser ensemble, il faut effectivement pouvoir offrir cette triplé écologique, économique et social qui permet de recomposer donc ces tissus et lui donner de l'apaisement. Et ça demande un travail de longue haleine qui se fait par décret. Ce n'est pas le nombre de soldats
des policiers qu'on amène, c'est pas uniquement le nombre d'enseignants qu'on pose, c'est pas uniquement le nombre d'entreprises qu'on met, c'est tout ça ensemble. Alors justement, dans la ville qui doit résoudre en fait actuellement les grands enjeux liés notamment environnementaux, on a tendance à mettre des procédures, des certifications, des labellisations pour pouvoir en fait quelque part maîtriser. Est-ce que en fait toutes les procédures qu'on met en bout à bout justement pour répondre à cette complexité, comment on intègre justement la sensibilité en fait dans ce processus-là, comment on casse de temps en temps pour avoir cette liberté? Est-ce que tu as travaillé avec des élus, par exemple, ou des politiques qui ont justement voulu à la fois aller sur ces enjeux environnementaux, mais casser le système de procédure qui enferme et qui n'ouvre pas? Cette question est majeure, et encore plus quand on essaye de sortir des cadres réglementaires pour pouvoir créer des fenêtres de respiration un petit peu majeures. Moi, j'aimerais citer, je l'ai dit dans mon dernier livre, qui est en anglais, mais bientôt il sera traduit en français, et pour rendre hommage à Paris, à Anne Hidalgo, quand elle a lancé, avec son adjoint à l'époque à l'urbanisme et bien d'autres choses, Jean-Louis Misica, et réinventer Paris. Réinventer Paris, ça sortait des cadres normatifs existants. Il s'agissait de faire quoi? De prendre des lieux obsolètes, des lieux mal utilisés, des lieux qui avaient peu d'usage ou qui étaient dépassés, dans toute la ville, 23 pour le réinventer Paris 1, et soumettre ces lieux-là à une compétition internationale nouvelle, puisqu'il s'agissait d'avoir des consortiums, des architectes, urbanistes, financiers, sociologues, étudiants, et proposer des projets de réaménagement. Je me souviens de l'étoilé que ça a provoqué, y compris dans la profession, des architectes, urbanistes, parce qu'il n'y avait pas d'appel d'offres. Voilà. Ça a été relativement complexe à mettre ça en place. Réinventer Paris était un succès. Il y a eu Réinventer Paris 1, Réinventer Paris 2, il y a eu Réinventer les sous-sols, après il y a eu Réinventer la métropole. Et après, les C40, les réseaux mondiaux des villes pour le climat, et a créé les programmes internationaux Reinventing Cities, qui s'est fait dans plusieurs mondes. Voilà, donc c'est quelque chose qui finalement, sorti des cadres réglementaires tels qu'on le connaît, et c'est possible. Très bien. Moi, je pense qu'on arrive à peu près à la fin de cet entretien, parce que nous sommes un peu limités. Est-ce que vous auriez une question à poser aux personnes que nous allons réunir le 30 juin, une question peut-être de réflexion ou peut-être juste une intention pour les faire réfléchir, pour faire en sorte que effectivement cette ville sensible, ce concept de ville sensible rentre dans l'esprit de chacun des décideurs de la fabrique de la ville. Quelle serait cette question? Alors, ma question, c'est: est-ce que nous ne pouvons pas traduire cette proximité comme une innovation sociale majeure aux endroits où vous êtes pour que la proximité humanise nos relations, puisque nous vivons aujourd'hui dans des villes, dans des quartiers et dans des rues qui ont perdu leur âme. Et si vous comprenez l'espagnol, allez sur YouTube et si vous ne comprenez pas, mettez la traduction. Écoutez une chanson de Quintín Cabrera, qui est un artiste uruguayen. Il chante quelque chose qui s'appelle La ciudad es un libro que se lee con los pies. La ville est un livre qui se lit avec les pieds. Merci. Merci Carlos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous espérons que cette interview de Carlos Moreno vous a intéressé. Je vous propose maintenant de continuer à voyager, d'élargir nos horizons et de découvrir comment la sensibilité urbaine s'invente et se vit ailleurs. Donc cette table ronde est consacrée aux expériences urbaines sensibles dans les villes du monde. Pour animer ces échanges dans les conditions du direct, nous avons le plaisir d'accueillir
d'accueillir Jean-Baptiste Cocagne, journaliste, rédacteur en chef de la radio RCF, notre partenaire média de ces assises. Jean-Baptiste, c'est à toi de nous embarquer pour ce tour du monde. 1, 2, 1, 2, ça fonctionne. Merci. Alors, il manque Sereine. Sereine, est-ce qu'il est dans la salle? Voilà, merci. Venez nous rejoindre sur scène. Alors, effectivement, ce à quoi vous allez assister, c'est un peu une émission de radio, parce que je suis journaliste radio. Alors forcément, les bons réflexes ne se perdent pas. Et il faut savoir que cette émission sera accessible en réécoute, en podcast, dès la fin de semaine, sur rcf.fr/Lyon. Voilà, rcf.fr/Lyon. On communiquera aussi sur les réseaux. Donc vous verrez avec les assises internationales de la ville sensible. Alors, je m'installe un petit peu. Hop. Je vais rester debout même. Est-ce que ça enregistre en régie? C'est tout bon. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Après avoir approché la notion de la ville sensible de manière théorique, on va maintenant s'intéresser aux exemples concrets qui existent déjà de villes sensibles, avec des expériences, des expérimentations déjà lancées en plusieurs endroits du globe. Avec nos invités, nous allons porter notre regard vers Manchester, New York, Barcelone, Montréal ou encore Copenhague. Alors, je vais vous les présenter brièvement. On va se partager les micros. Hop. Parfait. Voilà. Alors, Sonia Lavadino, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue urbaine, chercheuse spécialisée dans les questions liées aux usages de l'espace public. Vous êtes également consultante en perspective urbaine, en prospective urbaine, à travers l'agence que vous avez créée en 2012 qui s'appelle Bifluide. Ça peut être inspirant d'ailleurs, hein, on y reviendra plus tard. Depuis quelques années, vous publiez aussi une série de livres consacrés à la ville relationnelle, c'est aux éditions de l'Apogée. Et le deuxième tome est sorti il y a un mois, il s'appelle « Les 5 leviers de la ville relationnelle ». On verra avec vous que la ville sensible est liée aux interactions humaines et ce à quoi vient de nous inviter Carlos Moreno sur l'humanisation des relations, eh bien, j'imagine que vous partagez ce constat également. Marc Aurel, à vos côtés, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes designer, responsable du studio Aurel Design Urbain que vous avez fondé en 1995. Vous êtes expert de l'espace public depuis plus de 30 ans et avec vous, on parlera sensations et matière. À noter que vous êtes également président de l'association Les Lauréats du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, qui récompense des artisans d'art au savoir-faire incroyable. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler également. Sereine Holgart, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes architecte associé au sein du studio Henning Larsen, créé en 1959 à Copenhague, au Danemark, et qui compte aujourd'hui plus de 600 salariés. Oui. L'une des caractéristiques d'Henning Larsen, c'est son approche pluridisciplinaire. Les architectes travaillent avec des anthropologistes, des paysagistes, des designers. Au sein d'Henning Larsen, vous dirigez notamment les projets pour le marché européen et donc le marché pour la France. Vous avez dirigé des projets comme le siège de la métropole européenne de Lille, livré en 2020, avec un grand travail réalisé autour de la lumière, on aura peut-être l'occasion d'en parler, ou encore le nouveau campus de l'école de commerce de Reims, la Neoma Business School. Spécialiste des constructions en bord de mer, votre approche de la ville sensible réfléchit beaucoup autour de la place de l'eau dans la ville et Copenhague sera un bon exemple à développer à ce niveau-là. À noter que vous êtes membre de l'Ordre des architectes en France et de l'Association danoise des architectes. Donc vous êtes vraiment un homme de pont entre plusieurs cultures. Bernard Rébier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes président de Fermob, entreprise dont le siège social n'est pas très loin d'ici, située à Saint-Didier-sur-Chalaronne, dans l'Ain. Vous avez repris en 1989 un atelier de ferronnerie que vous avez développé pendant 30 ans pour en faire aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du mobilier d'extérieur avec 400 salariés. Si vous asseyez dehors, eh bien, ce sera sûrement sur une chaise Fermob aujourd'hui. Vous êtes également président du French Design, une association de valorisation du design. Donc on vous interrogera aussi là-dessus. Et on verra avec vous comment un simple objet comme une chaise peut changer un environnement urbain et apporter de la sensibilité. Et puis, laissez-moi vous présenter un peu plus tard 2 invités qui nous ont laissé des pastilles vidéo. On les retrouvera au cours de cette table ronde. Alors, une première question de table ronde. Peut-être une question d'introduction. On commence un peu comme ça toutes les interviews depuis ce matin. Mais la ville sensible, en un mot ou en un adjectif, selon vous, ce serait quoi, Sereine Holgard ? Je veux dire que c'est la diversité
et c'est la proximité de la nature. Bernard Rébier. La ville sensible, c'est celle qui permet d'être en sérénité plutôt qu'en stress. Donc quelque chose de pacifié, de paisible. Sonia Lavadino. La ville sensible, c'est s'offrir du temps. Parce qu'en fait, sans temps à disposition, on ne peut pas en profiter. Et je pense que c'est la raison majeure pour laquelle on n'est pas sensible aujourd'hui, c'est qu'on ne se donne pas le temps de pouvoir l'être. Et Marc Aurèle. C'est une ville qui prend soin de nous. Le prendre soin, je pense qu'on y reviendra effectivement, parce que c'est prendre soin de nous. Et puis, quand il y a de la sensibilité, on se rend compte que les habitants prennent soin de leur environnement. Il y a une espèce d'interaction, on aura l'occasion sans doute d'y revenir. Alors, on va commencer peut-être à rentrer dans le vif du sujet avec vous, Sonia Lavadino. Votre grand concept, c'est partir d'une ville fonctionnelle pour arriver à une ville relationnelle. Vous parlez de ville amie, et ça passe notamment par un concept expérimenté à Barcelone, les carrefours vivants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors les carrefours vivants, je les ai inventés plutôt à partir de Bâle, mais aujourd'hui, je voulais montrer un exemple barcelonais parce que je trouve qu'il est très prégnant aussi. Il y a des villes qui commencent donc à se saisir, à aller plus loin que les places classiques que nous avons pour vraiment reconquérir les lieux de mobilité, les lieux les plus fonctionnels. Et les carrefours, je rappelle, nous en avons des milliers dans nos villes, alors que des places centrales, des places chéries de tous, nous en avons peut-être une dizaine, peut-être une vingtaine. Donc on ne peut pas comparer en termes de massification. Donc ce qui est intéressant ici, c'était de voir les toutes premières expérimentations tactiques qui ont donc permis de récupérer la moitié de ce carrefour pour en faire un lieu où vraiment les gens peuvent se rencontrer et où on donne droit de cité. Tout d'abord et avant tout aux enfants, avec des dispositifs ludiques, mais aussi des dispositifs pour boire et manger, pour pouvoir s'asseoir, repartons de ce rôle de la chaise, et aussi, évidemment, encore cette présence de l'automobile, mais l'automobile civilisée, l'automobile à qui on demande, tu rentres dans cet espace à petits pas, en catimini. Et ça marche très très bien suite à des concertations qui ont été assez poussées avec les riverains, qui ont repris d'ailleurs un peu les principes tactiques pour en faire quelque chose de plus mesuré, mais où quand même le droit de cité est clair, où on a vraiment donné beaucoup de place aux enfants et où on a commencé à mettre en place déjà des approches végétales qui vont de plus en plus par la suite devenir pérennes. C'est déjà le cas dans d'autres carrefours. Je voudrais aussi mentionner cette nécessité de faire des petits. Donc, quand on agit comme ça, ce n'est pas sur un seul carrefour, évidemment, qu'il faut agir. Ici, dans le quartier de Poblenou, on a 5 ou 6 carrefours qui sont traités dans ce même esprit. Et puis, c'est aussi le cas dans les autres Exos Verts de Barcelone. Donc, on a au total déjà plus d'une vingtaine de carrefours qui ont été transformés un peu, pas forcément toujours dans cet esprit très ludique, mais toujours dans un esprit de donner plus de place aux humains, plus de place à la rencontre, plus de place au boire et manger, plus de place au végétal. Les avantages, les co-bénéfices sont immédiats. Tout d'abord, la question de la fraîcheur, qui n'est pas forcément très visible sur cet aménagement-ci, mais qui est très visible dans d'autres aménagements où vraiment on a mis le paquet sur ce qu'ils ont appelé eux les carrefours parcs, les carrefours végétales. Ici, on est plutôt dans une approche vraiment ludique parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont à proximité immédiate de cet endroit et c'est un quartier où il y a vraiment beaucoup d'enfants. Donc pour le coup, c'est vraiment la ville à hauteur d'enfants qui a été mise en avant. Quoi qu'il soit l'esprit de vos carrefours, mon injonction, et on le verra aussi dans l'atelier de cet après-midi, est vraiment d'identifier comment ces carrefours peuvent devenir vivants, comment on peut faire en sorte que ce soit là les premiers first responders, si on peut dire, de nos nécessités relationnelles, de nos besoins de rentrer en relation. Et ça passe par un ADN relationnel de la ville qui doit s'inscrire maintenant tous les 300 mètres, tous les 500 mètres. Et je pense que l'échelle des carrefours vivants est la bonne échelle pour faire ça, pour vraiment mettre cette proximité au cœur de la façon dont on veut développer nos villes pour le futur. Et l'idée, c'est vraiment de faire ces petits et justement de voir comment on peut renforcer le triptyque relationnel qui est
la présence à moi-même, à mon corps, en tant qu'humain biologique qui marche sur ses deux pieds, comme vient de le dire Carlos, la présence aux autres et la présence aux vivants. Et si on renforce à chaque instant, je dirais, ces mètres carrés relationnels et qu'on renforce cette prise, au sens vraiment de prise à la terre, cette prise sensible avec l'univers de nos expériences urbaines, ben, évidemment, on sera beaucoup plus en capacité de pouvoir amener à travers la relation cette sensibilité au monde et rester vraiment branché, littéralement, en prise avec le monde qui nous entoure. Et je reviens sur cette notion du temps. La question des budgets de temps est clé. Nous n'avons aucun de nous 3 heures à dépenser comme ça pour pouvoir rentrer en relation. En revanche, nous avons tous 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est ces budgets de temps-là, ces temps-là dont nous disposons dans notre porte-monnaie de temps qu'il s'agit d'activer. Et c'est pour ça qu'il faut l'activer dans des dynamiques de proximité où on est vraiment tous, disons, en disposition de pouvoir rendre ce temps au vivre ensemble, rendre ce temps à nos communs, parce que c'est vraiment en mettant en commun nos temps que nous fabriquerons cette ville sensible et relationnelle qu'on souhaite tous. Carlos Moreno nous parlait effectivement de ce livre d'un auteur uruguayen où connaître la ville par les pieds. Il y a vraiment une notion de reconnexion au corps dans la ville sensible. Là, avec la canicule, on le sent bien, mais il y a vraiment à voir avec ça. Il faut avoir cette prise de conscience-là. Je crois qu'on est vraiment tous des êtres biophiliques. On l'oublie, on parle beaucoup de faire de la place aux vivants dans la ville, mais je crois que le premier vivant, c'est nous. Et là-dessus, il faut vraiment qu'on soit très clair sur le fait qu'il faut donner de la place à cette citoyenneté qui démarre dès que nous faisons nos premiers pas, quand on a à peine une année et qui s'éteint avec nos derniers pas. Et je rappelle que, de fait, il y a une corrélation nette entre les derniers pas en autonomie d'une personne âgée et le fait qu'elle meure généralement une année ou deux plus tard. Hein. Donc, c'est vraiment complètement corrélé au fait que nous puissions rester bipèdes jusqu'au bout, si je peux dire. Je vous encourage à en prendre de la graine. Et puis, il y a vraiment à accueillir dans l'espace public, hein, sachant qu'aujourd'hui, on est justement un jour de canicule et on voit bien la difficulté qu'on aura dans le futur à pouvoir offrir ce confort thermique, ce confort biophilique, ce confort à nos corps, qui est vraiment un aspect clé de cette question de la ville sensible. Et là-dessus, il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus... qu'on revienne vraiment au corps. Je crois que c'est le message principal de ce que je voudrais dire ici, et qu'on comprenne bien que c'est avant tout par le confort qu'on va pouvoir donner à nos corps, à la fois dehors et dedans, qu'on va pouvoir continuer à vivre ensemble, tout simplement. Bernard Herbier, sur les images qu'on voit, c'est des chaises Fairmob ou pas ? Quelques-unes. Quelques-unes. Tout à fait. Donc vous l'avez compris, les chaises Fairmob, elles s'exportent à Barcelone, mais aussi à New York. On va partir pour les États-Unis avec vous, Bernard Herbier, parce que vous avez un exemple de ville sensible, véritablement, ou de quartier sensible. Ça se passe à Bryant Park, où la chaise, votre chaise, a joué un rôle essentiel dans l'apaisement. Racontez-nous. Tout à fait. Alors d'abord, j'ai beaucoup de gratitude personnelle par rapport à cette expérience, parce qu'elle a permis à un fabricant de chaises que j'étais de devenir, de contribuer à être un acteur de la transformation de la ville. Donc ça m'a élevé. C'est d'ailleurs cette élévation qui a fait que, ultérieurement, j'ai pris un certain nombre d'engagements, certains le savent peut-être, aux côtés d'Olivia, sur la ville de Lyon pendant une période. Alors, on revient début des années 90. Nous n'en sommes pas au record de Medellín, mais à Bryant Park, le surnom de Bryant Park, c'est Needle Park. 1 mort par jour, drogué. 1 mort par jour. La municipalité de New York ne sait plus quoi faire et de guerre lasse abandonne ça dans le cadre d'une concession à une association privée, une fondation, la Bryant Park Foundation, et leur dit écoutez, nous, on baisse les bras, on ne sait pas quoi faire. Alors, les circonstances font, je fais un voyage dans le temps et je me transporte 35 ans plus tard, c'est-à-dire à aujourd'hui, et puis après je reviendrai sur les étapes, ce lieu d'insécurité ultime
dont on éloignait, évidemment, on s'éloignait au plus, c'est situé entre la 5e et la 6e avenue et la 42e rue. Donc vraiment dans l'hypercentre de New York. Mais ce lieu qu'on évitait, que les mères de famille et leurs enfants, enfin surtout, on s'en éloignait, est devenu la pelouse la plus fréquentée au monde et la plus sécure au monde. La plus sécure parce qu'aux États-Unis, on peut faire des sondages avec classe sociale, sexe, etc. On considère que les femmes ont un sentiment de sécurité compte tenu de ce fabuleux privilège de la maternité que vous avez, un sentiment d'attention à la sécurité supérieure. Et ce parc, ce lieu, est ranké en niveau numéro 1 en termes de sécurité et d'accueil, notamment par rapport aux mères de famille. Alors, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que l'un des acteurs de cette transformation de ce parc a été notre petite chaise pliante, structure métal et latte de bois, que tous les Français connaissent depuis leurs arrière-grands-parents, puisqu'elle est née en 1889, cette chaise. Et il y avait dans l'équipe de Bryant Park des gens francophiles, francophones, et il y avait même un Français. Bon, notre rencontre. Et donc, je le dis aussi parce que ça témoigne d'une attention portée au vivant et au végétal. La couleur de notre chaise, c'était ce vert wagon traditionnel parce qu'il était en phase avec les tonalités des platanes qui entouraient cette place. Bon, déjà, quand on part du vivant et du végétal, on a des chances de ne pas se tromper. Voilà. Et puis, nous avons démarré donc modestement avec 300 chaises. Aujourd'hui, il y a 300 sièges dans cette pelouse qui est éminemment animée par des tas d'activités. 120 activités environ, pour vous donner une dimension de la dynamique progressive qui s'est mise en place dans ce lieu, avec la plupart gratuites. Le manège, lui, est payant. Et le manège, il a une caractéristique, il ne passe que des chansons françaises. Donc, ils sont allés très loin. Donc, vous pouvez entendre notamment Édith Piaf ou Gilbert Bécaud, historiquement, et puis aujourd'hui, quand même de nouveaux chanteurs. Moi, j'ai donc eu le privilège d'être le témoin de cette expérience pendant plus de 30 ans. Cette expérience continue à vivre. Oui, elle a transformé la ville, elle a transformé son quartier, elle a transformé Bryant Park, mais elle a transformé la ville parce qu'il faut savoir que cette expérience a fait école dans tout New York. Et j'ai souvent raconté, New York compte 12 000 taxis jaunes et nous avons le privilège d'avoir 12 000 chaises en liberté dans les rues de New York parce que sans l'expérience de Bryant Park, il n'y aurait pas eu sans doute Times Square et sa piétonisation, il n'y aurait pas eu l'High Line, il n'y aurait pas eu Battery Park, il n'y aurait pas eu etc. et tout. Et donc, comme on était présent dès le début, beaucoup de ces associations différentes ou municipalités ont bien voulu prolonger la confiance qu'ils avaient dans nos produits. Mais comment ça a fonctionné? Parce que c'est des chaises qui ont été posées comme des invitations à s'asseoir et donc à converser avec l'autre? Alors, en liberté, je croyais que je vendais des chaises et je me suis aperçu que je vends du lien social. Ça a été des invitations à s'asseoir avec malheureusement un combat que j'ai souvent perdu en France en disant « laissez-les libres ». Laissez-les libres parce que ces chaises ne sont évidemment pas fixées au sol, comme on n'ose pas le faire très souvent en France, sans doute pour des bonnes raisons, mais enfin, il y a des différences de mentalité et d'attitude. Et cette liberté, je prends un grand plaisir à aller à différents moments de la journée à Bryant Park, parce que la sociologie du parc change. Vous avez le matin plutôt le matin des ouvriers qui prennent leur travail relativement tôt et qui se prennent un casse-croûte. Je prends une chaise, je pose mon casse-croûte, j'ai mon copain qui arrive, donc là on est à deux. Il y a aussi la place du solitaire, et puis après, un peu plus tard, des gens en costume et cravate qui prennent leur embauche et qui viennent finir leur café qu'ils ont pris juste en face. On voit arriver ensuite les familles. En fin de journée, on peut voir arriver à la sortie des collèges des groupes de filles où là, je prends 12 chaises, je les mets en rond et évidemment, ça discute, ça force, ça chante. Donc, l'adaptabilité, j'en déduis quelque chose, l'adaptabilité du mobilier urbain et de la ville à toutes les situations, à la diversité est fabuleuse. Mais la mobilité
j'en reviens au lien social, vous ne pouvez pas être assis dans ce parc 3000 chaises avec toutes ces configurations différentes sans être en position d'engager la conversation avec un autre groupe. Vous restez libre de l'engager ou pas, mais je peux vous dire, pour avoir observé de très nombreuses fois, cette position assise qui vous met en relation avec les autres visuellement, vous incite à engager la conversation avec eux. Et puis, il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est aussi un objet de réflexion. J'adore cette situation où vous êtes seul et vous êtes entouré de gratte-ciel qui montent jusqu'à 70 ou 75 étages. Bon. Et ce rapport entre, on ne va pas parler d'infiniment grand, mais on va dire ce rapport entre le très grand et le très petit vous incite à réfléchir sur la place des uns et des autres. Je ne fais pas de conclusion en disant le plus important c'est l'immeuble, et chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Ça vous incite à réfléchir. Je reviens à ce que je disais en disant la ville, c'est aussi être en position de sérénité, de prendre du temps, comme le disait ma voisine. Vous avez évidemment un environnement végétal avec je ne sais pas combien de platanes et la pelouse qui a été végétalisée, qui est tout à fait important. Et puis je voudrais signaler que cette transformation est aussi une contribution à la dynamique immobilière, à la dynamique économique du quartier. De façon très habile, les acteurs de la Fondation Bryant Park ont dialogué avec les propriétaires des immeubles environnants et petit à petit, on s'est aperçu que l'immeuble qui valait, je dis n'importe quoi au niveau des chiffres, 20 millions de dollars parce qu'il était à côté du parc où il y avait des drogués, et ben, en étant voisin d'un lieu sécure et tout, sa valeur est multipliée, non pas, c'est pas plus 10% ou plus 20%, ça peut multiplier une valeur par 2 ou par 3. Et donc, du coup, ils ont dit, vous ne pouvez pas nous donner quelques cents par mètre carré pour contribuer à la vitalité de notre lieu. Et tout ça a créé une dynamique vertueuse qui a permis de développer notamment ces activités économiques gratuites. J'ai donc adoré aussi le pragmatisme de ces équipes qui, à l'américaine, n'ont jamais perdu de vue le dollar, mais d'une façon très intelligente et très cohérente avec la transformation de la ville. Et on voit même que ça donne lieu à des études universitaires, hein, Learning from Bryant Park, comme vous voyez à l'écran. Allez, on va rester en Amérique du Nord, si vous le voulez bien, mais on va passer au Canada. On va retrouver en vidéo Luc Gagnon. Il est urbaniste. Il a travaillé pendant plus de 30 mois dans l'administration de la ville de Montréal et son aménagement urbain. Aujourd'hui, il a monté une entreprise de conseil en stratégie d'urbanisme et il a un message pour nous aujourd'hui. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous malgré l'écran qui nous sépare. Alors très rapidement, je présente. Mon nom est Luc Gagnon. Je vis à Montréal au Québec et j'y pratique l'urbanisme depuis maintenant 38 ans. J'ai notamment dirigé le service d'urbanisme et de mobilité de la ville et je travaille maintenant pour l'Organisation des villes du patrimoine mondial dans cette magnifique mission qui est d'accompagner les villes au statut UNESCO dans leurs efforts de régénération de l'habitabilité de leur centre historique. On m'a demandé ce qu'était pour moi la définition d'une ville sensible. Alors pour moi, une ville sensible, c'est une ville qui écoute. C'est une ville qui perçoit les besoins de ses citoyens, qui capte leurs émotions, leurs fragilités et leurs attachements. C'est aussi une ville qui ne se contente pas de fonctionner, c'est une ville qui résonne, une ville qui est capable de créer des ambiances, d'offrir des expériences sensibles, de faire sentir qu'on y a une place, qu'on y est vu, entendu, accueilli. Une ville sensible n'est pas seulement intelligente, et surtout pas qu'intelligente, c'est une ville qui est attentive, une ville qui est poreuse, traversée par la diversité des voix, des cultures et des temporalités. La ville sensible reconnaît que l'espace public n'est pas neutre, qu'il peut être vécu différemment selon qu'on soit un enfant, une personne âgée, une femme, une personne racisée ou marginalisée. Au final, une ville sensible, pour moi, c'est une ville qui sait prendre soin, une ville qui prend soin. On m'a demandé également en quoi Montréal était une ville sensible. J'adore ma ville, comme vous sans doute. Montréal, c'est une ville qui conjugue des contrastes, et dans ces contrastes-là, il y a quelque chose de profondément sensible.
C'est une ville, et pour ceux qui êtes déjà venus chez nous, vous le savez, c'est une ville où l'hiver impose son rythme, l'hiver impose le ralentissement. Une ville où la lumière devient une matière rare 6 mois par année, précieuse, qui transforme la perception de l'espace. Et puis tout d'un coup, au printemps, on sent littéralement la ville qui se remet à respirer, à vibrer. Montréal, c'est aussi une ville, comme chez vous sans doute, qui valorise l'expression citoyenne, le droit à la différence, de vivre ensemble. Il y a chez nous une culture du dialogue, de la concertation, des lieux comme les ruelles vertes, les palcotoirs, les festivals de quartier, les quelques 10 km de rues piétonnes en été qui incarnent cette attention à la proximité, à l'affectif. Pour moi, chacune de ces interventions incarne l'ADN de ce qu'est une ville sensible. Et même dans sa trame urbaine, Montréal reste lisible, humaine, à échelle de corps. Et cette accessibilité physique et émotionnelle participe à cette sensibilité. Elle n'est pas parfaite, bien sûr, loin de là, mais c'est l'essai. Et cet effort est sans doute un signe de sensibilité. On m'a demandé également de définir ce qu'était pour moi l'indicateur qui permettait de mesurer la ville sensible. Eh bien, je ne crois pas qu'il existe un seul indicateur, mais je suis de plus en plus sensible à la notion de confiance. Une ville sensible est une ville où l'on peut faire confiance aux espaces, aux autres, aux institutions. Est-ce que les gens s'y sentent en sécurité? Est-ce qu'ils s'y sentent écoutés, respectés? Est-ce qu'ils en prennent soin? Est-ce qu'ils prennent soin de leur milieu de vie? Qu'ils sentent qu'on prend soin d'eux? On peut traduire tout ça par des données, c'est sûr, sur l'appropriation de l'espace public, la participation citoyenne, le temps passé dans la rue, la perception de bien-être. Mais ce sont surtout des données qu'on doit lire qualitativement et non pas que quantitativement. Et puis aussi tous ces signes plutôt faibles, moins perceptibles facilement. Les micro-interactions entre les gens, les gestes de solidarité les uns envers les autres, les lieux qu'on fréquente sans consommer. Ce sont là pour moi des signes parfois invisibles dans les tableaux de bord, mais qui témoignent réellement de ce qu'est vraiment une ville sensible. Alors je vous souhaite une excellente journée de réflexion. J'aurais beaucoup aimé être avec vous. Profitez-en. Merci. Voilà, Luc Gagnon que l'on remercie. Un mot peut-être de réaction, Sonia Lavadino. Il vient de terminer sur la confiance. Comment ça vous fait réagir? Comment on crée de la confiance autour de la ville, autour d'aménagement? Généralement, la confiance, elle vient à travers la familiarité, la coprésence, le fait de pouvoir être avec des gens différents de nous. C'est ce qui se passe d'ailleurs à Bryant Park. Effectivement, il y a beaucoup de gens très, très différents. J'ai eu encore l'occasion d'y passer une journée entière à filmer les interactions. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est fascinant de par la diversité. Je pense que c'est le deuxième mot qui est intéressant. C'est en fait, c'est pas seulement que c'est très divers, mais c'est de constater qu'on peut cohabiter ensemble. Et c'est ça surtout. Dans la confiance, il y a cette idée de pouvoir être en sécurité, pouvoir se sentir accueilli, pouvoir se dire que même si on est différent, on peut être là côte à côte et ça ne gêne pas. Et même au contraire, et je ne dis pas qu'il n'y ait pas de conflit. Hein. Là, il y avait justement un groupe qui avait une musique extrêmement forte, extrêmement agressive, extrêmement difficile. Et puis, il y a eu justement ces interactions, des gens qui parlaient autour pour essayer d'en discuter. Puis, c'était intéressant de voir comment on a réussi à gérer ce conflit finalement de façon informelle, sans que ça dégénère trop. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir parler de ça. Après, la confiance vient essentiellement de la présence des enfants et des personnes âgées dans l'espace public. C'est ça qui apporte le plus de confiance, tant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs. Hein. Et c'est un aspect qui est très sous-estimé dans la façon dont on veut rendre les espaces sécures et confiants et que les gens aient confiance les uns des autres. Mais c'est vraiment cette présence de toutes les catégories humaines, si je peux dire, et le fait qu'on puisse se dire, ce qui est quand même un miracle. Hein. Je pense qu'en fait, il y a une confiance sous-jacente qui est là, hein, qui est peut-être pas évidente pour vous, mais que je vous assure, en tant qu'anthropologue, on peut constater, qui est le fait qu'on puisse faire confiance à des inconnus dans la rue, qu'on puisse se dire par défaut, cet inconnu, il ne me veut pas de mal, en fait. Hein, et je peux croiser comme ça dans la rue 10 000 personnes, 20 000 personnes par jour. C'est en moyenne ce qu'on croise, nous, dans la rue, quand on marche dans une rue. Si vous marchez, je ne sais pas moi, une journée à Lyon entière, vous croiserez comme ça des centaines de personnes à chaque passage piéton, à chaque carrefour.
et vous ne vous posez pas à chaque fois la question, est-ce qu'il va me tirer dessus, quoi, hein? Alors qu'il y a certaines tribus papous où les guerriers sortent chacun sa katane et puis ils doivent remonter toute la filiation pour voir où sont les cousins, arrière-cousins, pour pouvoir se dire qu'en fait, ils appartiennent à la même tribu d'une certaine façon et que donc ils peuvent se faire confiance. Nous, chez nous, en milieu urbain, on a cette confiance, on va dire, par défaut, naturelle. Je pense qu'il faut beaucoup plus augmenter, multiplier les expériences où cette confiance est là et où on peut l'expérimenter. Et justement, au contraire, diminuer le nombre de situations critiques. Et chacun de nous sait bien à quel point, quand la chaleur monte, qu'à le dire, et que les situations sont critiques, les frictions augmentent. Et là, justement, la confiance diminue. Donc, pour moi, la question, c'est comment on peut faire en sorte que les lieux deviennent des tiers de confiance, si je peux dire. C'est le lieu lui-même qui apaise, qui calme, qui permet cette coprésence et qui permet aux gens de se faire confiance, effectivement. On va continuer notre tour du monde. On va atterrir à Copenhague, dans la capitale danoise, une ville que vous connaissez par cœur, Søren Holgaard. En quoi Copenhague est une ville sensible ? Vous qui travaillez beaucoup sur l'eau, il y a une présence de l'eau notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à Copenhague ? Oui, tout à fait, oui. Je pense que je veux commencer dans une autre dimension, parce qu'on peut dire que ce qui est intéressant avec Copenhague, c'est que en fait, la transition cité industrielle et cité future, quoi, sensible, ça a déjà passé depuis les derniers 20 ans, en fait. Et ce qui a été intéressant, c'est que le port industriel a été très, très proche de centre. Et ça permet, en fait, vraiment de changer le paysage architectural de Copenhague. Mais moi, j'ai essayé de faire un peu des cartes postales de Copenhague. Et parce que, en fait, c'est quoi qui est frappant quand on vient là? Je veux dire qu'au premier, évidemment, c'est la mobilité douce. Copenhague est connu pour la culture de vélo. C'est presque un cliché, mais c'est vrai. Hein. On peut dire aussi que Copenhague, c'est très plat. C'est facile avec le vélo. Mais c'est pas juste une manière de se déplacer, c'est d'avoir une autre relation avec la ville. Quand on fait le vélo, on voit les autres, on sent les vents, les saisons, la pluie, les arbres, les fleurs, et on est présent dans l'espace. Cette mobilité douce rend la ville plus humaine, plus proche, plus partagée. Elle crée un rythme, une attention aux détails qu'on ne retrouve pas dans une voiture ou dans un métro. Oui, c'est juste la deuxième. Ouais. Le deuxième point, c'est les côtés l'eau là, à Copenhague. À Copenhague, l'eau est partout, les canaux, les ports, les lacs, mais ce n'est pas juste pour décorer. C'est pour l'eau est vécue, on se baigne en été, on y fait du kayak, on pêche, on fait du pique-nique, bateau, et l'eau devient un espace social, un lieu de vie. Elle transforme l'ambiance urbaine avec la brume, la glace en hiver, la lumière qui reflète. Elle donne un espace, elle ouvre le ciel entre les bâtiments. C'est une ville aquatique, on peut dire. Et la prochaine, oui. La troisième, les espaces ouverts. Copenhague est une ville, beaucoup sont des barrières. Il y a peu de clôtures. Les écoles sont souvent sans grilles, les cours sont accessibles. L'espace public se glisse dans le privé. Il n'y a pas d'horaire strict, pas de surveillance permanente. Ça donne un sentiment de confiance, de liberté. Les habitants s'approprient les lieux. Un simple trottoir peut devenir un espace social. C'est un des ponts qui est très connu pour un espace social emblématique entre les habitants. Et on peut dire que ça, c'est une question de créer des espaces pour la collectivité. Et enfin le quatrième, la superposition des usages. C'est peut-être là où j'aime Copenhague le mieux. Les lieux ne sont pas usages uniques. Un cimetière peut être aussi un parc calme mais vivant.
Une église peut accueillir un café, un concert, un parking peut devenir un terrain de jeu, un lieu de recyclage. Les fonctions se croisent sans avant. La souplesse crée une ville pleine de surprises et on peut expérimenter, mélanger, improviser. C'est une ville vivante, toujours en mouvement. Ça veut dire que c'est ça, en fait, qui est un peu le clé pour la ville de Copenhague. Par exemple, là au milieu, qu'est-ce que c'est exactement Ça, c'est un festival des lumières qui se passe dans l'hiver. Parce qu'en fait, dans le nord, évidemment, Copenhague, c'est pas si chaud qu'ici. C'est une chose, mais c'est aussi dans l'hiver, c'est assez sombre. Et comme ça, on fait un peu la fête pour la lumière. On a aussi la fête des Lumières à Lyon, mais c'est pas tout à fait la même chose. Non. Donc je voudrais rebondir sur le parking. Sonia Lavadino, ce que j'aime bien, c'est la première image. Oui, il y a donc un parking en silo, qui c'est est ça, fantastique. Oui. Et il y a une aire de jeu. Il y a une aire de jeu en haut. Tout en haut, je oui, connais, j'ai pu ouais, visiter. Et puis là, d'ailleurs, je crois qu'il est encore plus vert que quand j'avais visité. Donc c'est aussi cette idée que vraiment le vivant. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette idée, c'est que c'est pas que la fonction mobilitaire disparaît, mais c'est vraiment qu'elle se met au service des humains. Si je vous avais pas dit que c'était un parking, vous l'auriez certainement pas deviné. Et je pense que de nos jours, il faut vraiment qu'on ait cette attitude, qu'on continue à abriter cette fonction mobilitaire, mais que ça ne nous empêche pas de mettre du relationnel, mais vraiment très fortement, pas en maquillage, quoi. Mais que c'est ça le but premier de ce bâtiment, c'est le vivre ensemble et accessoirement, il parque des voitures. C'est pas pareil, il faut vraiment inverser la logique. Vous parlez de parking prévenant même, Ouais, effectivement. Ouais. Alors on a parlé beaucoup d'aménagement urbain. On va peut-être vous donner la parole, Marc Aurèle, parce que finalement, depuis quelques temps, vous n'avez pas pris la parole. Parlons de la matière. On a parlé beaucoup de formes, de coquilles, entre guillemets, mais comment on habille, comment on habite véritablement ces espaces. Vous, en tant que designer, votre clé d'entrée, ça a toujours été de travailler les matériaux, la matière, pour apporter de la sensibilité. Peut-être un mot sur l'expérience autour de la céramique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, dans l'espace public, on utilise généralement 5 matériaux que tout le monde connaît pour leur qualité de tenue et de résistance. Le métal, le béton, la pierre, le verre, parce qu'on a besoin de transparence, et j'en oublie un. Le bois. Le bois, voilà, bravo. Voilà. Et pendant une trentaine d'années, donc, au sein de l'agence, on a travaillé avec ces matériaux pour les rendre les plus qualitatifs possibles, en travaillant, vous l'avez évoqué, avec de nombreux artisans d'art, en mettant en avant leur savoir-faire. Et puis, un jour, on s'est posé la question de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas intégrer un nouveau matériau dans l'espace public qui nous donne d'autres latitudes pour créer des objets différents, des objets des objets sensibles et des objets qui peuvent générer d'autres rapports avec l'usager. Et la céramique est apparue assez rapidement dans nos recherches comme étant un matériau extrêmement résistant qui répondait à toutes les contraintes liées à l'espace public. Et donc en 2010, on a commencé à travailler sur différents projets. Un premier projet ici financé par le précédent financé par la région de Limoges. Et puis après, les projets se sont enchaînés. Ici, une collection de mobilier pour les souks de Beyrouth au Liban, qui mélange métal et céramique. Et tout l'intérêt, voilà, c'est de travailler avec le savoir-faire, avec la main, avec l'intelligence de la main de l'artisan. Là, vous avez un maître d'art céramiste, Gérard Borde, qui est mon partenaire depuis maintenant 15 ans sur tous les projets céramiques, qui maîtrise les moules, qui maîtrise la céramique, etc., et qui permet d'avoir des pièces qui ont l'air simples, mais qui sont exceptionnelles, pour avoir des grands volumes comme ça, des pièces qui se tiennent aussi. Et donc, c'est un travail extrêmement long, important. Et une chose aussi qu'il faut intégrer, c'est que ces mobiliers ne coûtent pas plus cher que d'autres mobiliers qui existent dans la ville. On va se dire, c'est du mobilier qu'on met dans des galeries d'art, c'est des mobiliers qu'on va mettre dans un petit parc sophistiqué ou chez soi, dans son jardin. Non, pas du tout. Puisque l'idée, ça a toujours été pour nous, pour mon studio, de travailler sur des mobiliers qui s'intègrent dans la logique du mobilier existant sur le plan économique
et sur le plan tenue, résistance, etc. Mais qu'apporte la céramique véritablement de plus par rapport aux autres matériaux? Alors, là, vous voyez Dubaï, un projet avec l'Institut français. J'ai eu une bourse de recherche pour travailler sur le centre historique de Bastakia, où on a développé du mobilier qui mélange assise et céramique. Et pour répondre à votre question, la céramique, d'abord, thermiquement, elle est extrêmement intéressante quand il fait très chaud. La chaleur se dissipe. C'est un des matériaux sur lesquels la chaleur se dissipe le mieux. Après, on est dans la sensualité de la matière. C'est-à-dire que la céramique, c'est un matériau ancestral, traditionnel. La céramique est née avec l'être humain, en gros. Les premiers contenants étaient en terre, en céramique. Et donc, on a ce rapport à la matière qui est naturel. Et une des premières choses qui nous a marqué, quand on a installé dans l'espace public les premiers objets en céramique, c'est que les gens, avant de s'asseoir, les touchaient, les caressaient. Même plus que les toucher, les caresser, en disant qu'est-ce qui se passe? Et là, on s'est posé la question, mais pourquoi? Alors on dit oui, parce que c'est doux, parce que c'est agréable. Mais on a été au-delà de ça aussi, parce que j'ai eu la chance, ayant eu le prix de la Fondation Bettencourt pour le mobilier que vous avez vu tout à l'heure de Beyrouth, de côtoyer des scientifiques, puisque la Fondation Bettencourt aussi finance des prix scientifiques. Et en discutant, en échangeant avec des scientifiques, ils m'ont parlé de ce qu'on a évoqué ce matin, des connexions neuronales. Ils m'ont dit, non mais vos objets créent des connexions neuronales de plaisir. C'est-à-dire que les gens vont toucher parce que c'est agréable et parce que du coup, ce sont des objets qui vont les mettre dans l'instant présent. Ce sont des objets qui, dans la banalité et l'ordinaire de notre quotidien, quand on va au travail, quand on se déplace, souvent on oublie le trajet qu'on a fait parce que c'est souvent mécanique. Là non, ces objets vous centrent et vous remettent dans l'instant présent. Donc on se dit, génial, on n'avait pas réfléchi ça comme ça, mais c'est extrêmement intéressant et on a continué à développer tout ce travail autour de la céramique sur différents territoires, y compris sur des luminaires pour l'éclairage public ou autre. Et ça crée aussi un caractère unique. On est loin de l'uniformisation sur l'échelle de la planète où on va faire le même type d'objet. Là, vous travaillez sur des petites collections. On est vraiment sur du sur-mesure. C'est ça aussi l'idée d'une ville sensible? Oui, bien entendu, parce que comme vous tous ici, je voyage énormément pour le plaisir ou pour mon travail. Et plus je me déplace et plus le temps avance, et plus je me dis mais pourquoi je vais voyager puisque tout se ressemble. Les centres-villes se ressemblent, sont chartés en gros. Vous avez des chartes de magasins qui s'alignent. Récemment, j'étais à Porto et à Lisbonne. Ça faisait 30 ans que je n'avais pas été. Je n'ai pas reconnu. Je me suis dit mais pourquoi je vais à Porto ou à Lisbonne? Tout se ressemble en fait. Il y a la rue Zara, la rue machin, la rue truc, la rue des commerces un peu plus chic, la rue etc. Et tout le mobilier urbain se ressemble. Parce que ces 10 dernières années, on a vu également une mondialisation des entreprises. Les entreprises françaises, italiennes ou espagnoles ont toutes été rachetées par des grands groupes. Et aujourd'hui, la vision est mondiale pour ces grands groupes. Et donc, il faut faire un lampadaire, il faut faire un mobilier d'assise ou une corbeille de propreté qui puisse s'installer partout dans le monde entier pour avoir un maximum de rentabilité. Et donc, on arrive à gommer, à annihiler comme ça la qualité des espaces en les banalisant. Et tout l'intérêt de travailler avec des artisans d'art, donc mettre en avant l'intelligence de la main, le savoir-faire, sur des petites séries, mais associé avec des industriels qui restent à petite échelle en termes de production, nous permet de réaliser des objets au cas par cas. Pour Lyon, pour Paris. En ce moment, on est en train de dessiner Estrosi, le maire de Nice, a souhaité avoir la même démarche. Il nous a dit, mais moi, ma ville, je ne veux pas qu'elle ressemble à n'importe quelle ville. Et c'est une ville qui se développe énormément aujourd'hui en France et nous a demandé de travailler sur une collection spécifique de mobilier. Donc on a travaillé sur l'inscription culturelle. Qu'est-ce que c'est que de faire du mobilier urbain à Nice? Et puis sur la notion d'usage aussi. Donc bien sûr, c'est des formes, comme vous voyez, c'est de l'esthétique, mais au-delà de faire de beaux objets, ce sont des beaux objets qui ont la capacité de dialoguer avec leur environnement à travers une inscription culturelle extrêmement travaillée et réfléchie, quoi. Bernard Rébier, vous qui créez aussi des objets, qui êtes
un fervent spécialiste du design. Comment on crée l'émotion autour d'un objet? Tout à l'heure, on parlait de la chaise Fermob comme une invitation, mais comment ça crée de l'émotion et donc de la sensibilité pour l'usager? Alors là, c'est une grave question, très longue, beaucoup de recettes. Marc Aurèle a cité les mots-clés. Il a parlé d'esthétique, mais il a aussi parlé d'usage. C'est effectivement toute la science du designer de répondre à la fois à un aspect fonctionnel, c'est même un devoir de designer, tout en étant attentif à l'ergonomie, tout en étant, c'est encore le plus dur, attentif à l'esthétique. Quand vous avez toutes ces combinaisons de façon parfaite, ça s'appelle l'harmonie. Alors la recette de l'harmonie, je ne l'ai pas. Si quelqu'un dans la salle l'a, je suis preneur. Mais ça fait partie des grands mystères. Et il y a des tas d'essais. En fait, il faut être très pragmatique en la matière. J'ai entendu à plusieurs reprises en disant on pose des meubles et puis on observe. Marc Aurèle a vu qu'on caressait ses produits. Il n'avait pas fait des produits à caresser. Voilà. Ma voisine disait j'observe à Bryant Park, je vois ce qui se passe. Nous avons la chance d'être dans un monde incertain. Très heureux. Je voulais ajouter quelque chose sur les notions de confiance que j'ai attendu tout à l'heure. Vous narrez une anecdote à Bryant Park. 500 mètres de périmètre. Bryant Park a osé le préjugé de confiance. Et ce parc, la nuit, est fermé par des chênes. Alors les chênes, j'explique, il y a 12 chênes qui font 60 cm de large, qui sont à 40 cm de haut. Et donc, en gros, il y a 4 mètres qui sont symboliquement fermés sur 400 mètres de périmètre. C'est ça la confiance. Et je pense que quand on dit à quelqu'un « je vous fais confiance », eh bien, j'ai la faiblesse de croire que majoritairement, on gagne quelque chose en retour. Je ne dirais pas que c'est gagné à 100%, mais je vais quand même vous dire cette anecdote qui, depuis le début, a fait mon admiration. Oui, Soren. Oui. Juste concernant le succès de Bryant Park, est-ce qu'il faut aussi peut-être mentionner Parc de Luxembourg? Je veux dire que c'était le chaise de Fermob, ça c'est quand même très très lié avec Paris, et je pense c'est pas seulement une question de fonctionnalité, c'est que Jardin de Luxembourg, les Tuileries, on connaît un peu l'émotion, la réflexion française, la philosophie de Paris, la poésie. Je veux dire que tout ça est en fait exporté pour Bryant Park. Cette chaise, c'est un petit bout de France. Oui, oui. Alors, merci à un Danois de souligner ça devant une assemblée majoritairement française, que nous avons une expertise historique en la matière et des lieux de vie depuis très longtemps qui, effectivement, ont inspiré le monde entier. C'est aussi pour ça, lorsque nous équipons les jardins d'Harvard, j'ai toujours dit, ça n'est pas des produits Fermob, ça n'est pas Bernard Rébier, c'est un bout du siècle des Lumières, c'est un bout de nos jardins qui s'exportent. Donc, c'était notre moment de fierté. Merci à toi. Alors, Marc Aurèle, oui. Une réaction rapide? Non, c'était juste pour enchaîner. Je réponds à votre question, peut-être si vous avez une question. Alors non, c'était juste pour mentionner effectivement que vous nous avez dit que vous avez travaillé avec les neurosciences, avec les sciences cognitives. On est vraiment sur une approche pluridisciplinaire. Et c'est justement notre dernière invitée en vidéo qu'on va retrouver qui va nous parler de cette approche pluridisciplinaire. C'est une de vos collègues, Søren Olgard, puisqu'elle travaille aussi chez Henning Larsen. L'approche de ce studio d'architecture, c'est vraiment la pluridisciplinarité. Donc c'est Maya Spiro, qui n'est pas architecte elle-même, elle est anthropologue, et elle va nous expliquer quels sont, selon elle, les bons indicateurs, on l'a un peu abordé, mais quels sont les bons indicateurs pour mesurer la sensibilité d'une ville. Hi, everyone. Thanks for having me here. My name is Maya Spiro. I'm an anthropologist by background and social impact and co-creation lead here at Henning Larsen in Copenhagen. So first off, I'll say that to me, a sensitive city is a dynamic place, a place that considers and responds to the lives of its inhabitants and cultures. It has to be approachable, prioritizing safety, accessibility, and well-being while offering rich sensory experiences that stimulate rather than overwhelm. And this creates the foundation for meaningful participation in urban life, from the mundane and routine to the extraordinary and memorable.
The sensitive city also embraces coexistence. It's a place where diverse groups can see themselves reflected and feel that there's room for them. That means a diversity of scales, spaces, experiences, active hours, price points, and more. It's about creating spaces where people can participate on their own terms and at different phases of their lives, whether they're pensioners or toddlers, newly arrived immigrants, or lifelong urbanites. The sensitive city keeps us engaged, both with our physical environment, but also with the people we share it with. And I think this is especially relevant now as we're living through a time of growing inequality, social fragmentation, polarization, and add to that environmental pressures. All of these and more are contributing to disconnect. Yet one thing we still share is our cities and public spaces. So when we look at the sensitive city, what I think we should be looking for are patterns of life and cultures of connection. First is activation around the clock and diversity of life. If we're able to observe the presence of different people across seasons, times of day, but also different genders, age groups, ethnicities, levels of ability, that is quite often reflective of a sense of safety and comfort. Those people simply wouldn't be there for any significant amount of time together if they didn't feel comfortable enough to do so. Secondly, are signs of identity and sense of ownership. What sets this space apart? Do people feel pulled to take up space here or leave their mark? Do people care about this place? This might look like community gardens and urban art, but also informal gathering spots and people feeling comfortable enough to linger and make spaces their own. Lastly, and this is more process focused, is engagement. We always take the time to assess the material conditions of a site, but is the design of the space informed by its complex social context? Is it designed with and for the diversity of perspectives and needs of local groups? As designers of the built environment, I think we need to really insist on the fact that every single project, every intervention, every line we draw is an opportunity to listen more carefully, to represent more voices, and to create meaningful urban experiences that maybe aren't there currently. So in the makings of a sensitive city, I believe there needs to be an aspect of engagement. And I'll just share an example from a recent project of ours called Urban Minded. This is a research project centered around teenage girls and their experiences of their urban environments. And what we did is we conducted workshops and walk and talk interviews, meeting with participants one-on-one in locations that they chose in Copenhagen. And then we would walk together. And what would happen is that the materiality of the city and the atmosphere became a third party in the conversations, allowing us to learn about how they navigate spaces and what barriers they face, but also what makes them feel comfortable and safe and lots more. Of the many interesting insights was one that I think is particularly relevant here, and that was the wish for balancing familiarity and novelty in one's urban experience. Something that would draw them to a place often would be a sense of knowing the place or feeling familiar with it. But at the same time, they also wanted to explore the city in detail and wanted to discover new things all the time. So I think the sensitive city could be measured by its ability to let diverse people get to know it and form relationships with it in this way, but also for those relationships to remain alive and changing, balancing the comfort of the familiar with the intrigue of the extraordinary. And maybe it's best to think of the sensitive city not as a defined destination, but a kind of practice, a work in progress, a continuous commitment to creating environments where all forms of life can find their place, their voice, and their connection to something larger than themselves. That's it for me. Thanks again for having me. Alors, on va remonter sur scène voilà, avec Maya Spiro chez Henning Larsen. Peut-être un mot justement avec Soren sur les bâtiments. Je le disais en introduction, vous avez géré notamment le bâtiment du nouveau siège de la métropole européenne à Lille, oui. Le projet Biotope, et vous dites que ces bâtiments, les bâtiments que vous avez construits sont des connecteurs naturels. Alors comment, on a parlé de l'objet tout à l'heure, mais comment les bâtiments peuvent-ils eux aussi créer du lien par leur propre architecture ?
Je veux dire que maintenant, il y a 3 ans qu'on a inauguré le bâtiment de Lille, en fait. Et ça, avec ça, ça c'est très connecté, évidemment, sur qu'est-ce qu'on dit, le contexte urbain. Il y a des passages, il y a des petits cours. Mais la spécificité sur Lille, c'est surtout que c'est un peu un projet de 1000 arbres, quoi. Il n'y a pas 1000 arbres, mais il y a 200 arbres sur les toitures. Et c'est ça qui a été la spécificité là. Je veux dire qu'à Reims, peut-être c'est plus récent. C'est un campus universitaire, enfin un tout campus à fait, d'une école de commerce. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'avant, il a été des magasins généraux. Il y a le canal là. Et en fait, c'est tout à fait un lieu qui va se transformer. Et sur Reims aussi, il y a, on peut dire, la conception, c'est que le centre de ce bâtiment, c'est fait il y a un corps en bois massif, construction bois massive, qui en fait fait une sorte de métamorphose entre la structure en bois et la nature. Très, très, très direct, on peut dire. Et je pense que c'est là, en fait, c'est ça que je dis aussi. Chez nous, on ne fait pas beaucoup des clôtures sur les enseignements. Et en fait, à Reims, ça nous pose des problèmes aussi, parce qu'en fait, on veut bien faire cette transition entre la vie publique et la vie de l'école. Mais on ne peut pas, en principe, parce qu'il y a des règles quand même. En France, il y a beaucoup de règles quand même. Mais c'est ça. Et je pense, pour moi, les clés... les mots-clés, ça peut être aussi les mots métamorphose. Il faut en fait dessiner la transition entre nous et la nature et tous les gradins, quoi. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui a été perdu dans la période industrielle où il y a seulement les rues, quoi, et qui en fait a bouleversé et détruit toutes les villes, comme à Lyon aussi, hein. Alors la nature, c'est évidemment un peu l'éléphant au milieu de la pièce. On ne l'a pas abordé spécifiquement dans cette table ronde, mais évidemment, on l'aborde depuis ce matin. J'ai peut-être une question pour vous, Sonia Lavadigno, avec l'écologie et finalement cette connexion à la nature, on l'a bien compris, qui est essentielle dans l'apport de sensibilité. Mais je vais poser la question un peu de manière inverse. Est-ce qu'on peut remettre de la nature et faire de l'écologie et rater la sensibilité? Est-ce que forcément mettre de la nature, ça apporte de la sensibilité? Oui, il peut y avoir des expériences ratées de nature apportées et qui ne rencontrent pas le succès escompté. Il y a plein d'expériences ratées du fait que généralement on ne joue que sur un seul des sens. Par exemple, le sens visuel, c'est généralement ce qu'on fait. Mais on ne laisse pas les gens s'approcher, on ne laisse pas les gens toucher, on ne laisse pas les gens s'asseoir, être en immersion dessus. Encore pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je filmais une rue aux écoles à Paris parce que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en prototype et puis maintenant ils ont déployé. Donc les rues aux écoles, pour rappeler, c'est des rues piétonnisées autour des écoles. Autour des écoles, dans lesquelles un des grands axes, c'est justement cette végétalisation. Mais typiquement, on n'a pas fait des petits parcours qui permettent aux enfants d'aller vraiment s'immerger dans ce vivant. C'est pas utile un vivant si vous restez à distance. Le vivant, il est utile si vous pouvez bénéficier directement de la fraîcheur, si vous pouvez vous asseoir sous cet arbre. Aujourd'hui, on a quand même 2 attitudes qui sont vraiment très péjorantes en ville. Hein. C'est que la plupart du temps, à qui profite l'ombre? La plupart du temps, les arbres existants, moi, quand je mesure dans les rues les fonctions et les co-bénéfices de ces arbres, c'est essentiellement quand même des voitures garées ou des voitures qui circulent qui sont dessous. Ce n'est pas des humains qui peuvent profiter de cette ombre. Donc déjà, quand on voit aujourd'hui ces canicules qui commencent au mois de mai, qui s'étalent jusqu'au mois d'octobre, et où les gens ne sortent même plus de chez eux tellement ils n'en peuvent plus, je pense que déjà, il faudrait qu'on puisse reconquérir ce co-bénéfice de la fraîcheur. Mais au-delà de cette question-là, c'est vraiment cette question de pouvoir s'approcher du vivant au plus près. Et ça, là-dessus, et comme disait Soren très juste, nous aussi, on a ça en Suisse, hein, on a des badis, on peut plonger dans nos fleuves. C'est vraiment une tradition dans les plus grandes villes suisses, que ce soit Zurich, Bâle ou Berne. On est tout le temps dans l'eau, on saute des ponts, on autorise des choses que chez vous ne feraient pas lire. Je pense, et c'est vraiment ça, c'est autoriser aux gens l'accès à l'eau, l'accès au verre, au plus près de leur vie quotidienne et effectivement aussi beaucoup moins de barrières
parce qu'il ne suffit pas de planter, il ne suffit pas de mettre à disposition. Moi, je suis toujours affolée par les horaires qui ont quand même un peu progressé, hein, mais le simple fait que chez vous, il y a plein de choses qui existent, mais où les horaires empêchent l'accès, ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui, de nos jours, ne devrait plus être. On doit vraiment, comme le disait votre collègue dans la vidéo, vraiment rendre beaucoup plus accessible la ville 24 heures sur 24. Et le vivant doit être un vivant de proximité constant. Ça doit être dans nos vies constamment, là où les gens ont le temps, et pas là où vous estimez qu'ils auraient le temps, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un principe de base. Ouais. J'aimerais finir, ou en tout cas continuer parce qu'on arrive quand même sur la fin. Marc Aurèle, il y a un mot qui a été échangé pendant la préparation de cette table ronde avec un absent, Nicolas Michelin, qui n'a pas pu se rendre présent aujourd'hui. Il disait « Il ne faut pas faire de l'extraordinaire, mais de l'ordinaire extra ». C'est ça finalement la clé? C'est une des clés. C'est une des clés, effectivement. Je pense que l'approche par les matériaux, nous, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est l'approche par le petit, l'objet. Et aujourd'hui, ce qui est paradoxal, alors on se pose beaucoup de questions sur nos villes, comment les planter, les rendre plus vertes, etc. Mais on se pose rarement la question du mobilier urbain. Le mobilier urbain reste le parent pauvre. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure, les arbres abritent les voitures stationnées. Mais on n'imagine pas mettre des bancs à un moment donné. Donc la ville qui est en train de se transformer, Paris par exemple, pour prendre juste cet exemple-là, qui devient une ville extrêmement agréable parce qu'elle est de plus en plus plantée, il n'y a pas de mobilier urbain, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas d'espace pour s'asseoir. Les espaces pour s'asseoir, ce sont que des espaces privés, des terrasses de café. Ou alors vous allez dans un parc. Et donc c'est paradoxal, on se dit mais pourquoi, si on veut que la ville soit sensible, si on veut qu'on se raccorde à la ville, parce que c'est bien le rôle du mobilier. Le rôle du mobilier, le mobilier urbain joue l'interface entre nous et la ville, simplifie notre relation à la ville et apaise notre relation à la ville. Et donc là, on a toujours un espace qui est en lanière, un espace sur lequel on circule, en voiture, à pied, alors moins en voiture et plus à pied, mais à un moment donné, on a envie de dire je veux m'arrêter, comme à Barcelone. Alors c'est là où Barcelone, bravo pour les exemples qui ont été choisis, Barcelone est exceptionnel depuis 40 ans. Hein. Barcelone est le laboratoire au monde de transformation urbaine. Et quand j'ai vu, moi j'ai été pendant le Covid en 2020 voir les transformations dans l'exemple, la partie basse de l'exemple à Barcelone, de ce qui a été montré là, je me dis, mais ils ont encore une fois tout compris. Ils ont compris comment aborder le 21e siècle. C'est une des villes les plus polluées d'Europe, Barcelone, circulation automobile extrêmement dense. Comment, à un moment donné, on se dit, on se rapproprie de l'espace public. Mais c'est quoi le process? Le process, c'est de tester. C'est le test. Donc si ça ne marche pas, on l'enlève. Si ça ne marche pas, on démonte. Mais on teste. Et quand on parle à des élus de dire « mais pourquoi vous voulez tout faire beau, tout réaménager? C'est tellement compliqué. Moi, je n'ai pas obligatoirement la réponse de savoir comment je vais aménager les 3 rues qui sont là. Enfin, il y a peut-être des endroits qui sont dans lesquels il faudrait tester des choses. » Et on m'a dit « mais on n'a pas ce modèle-là, on ne sait pas tester. » Et en France, je vous mets au défi de sortir des références où on a testé dans l'espace public des choses et on s'est dit « tiens, ça marche, ça ne marche pas. » Moi, je ne connais personne qui a la science infuse pour vous dire ce qu'il faut faire sur l'avenue qui est à côté de manière précise, etc. Et Barcelone est exceptionnel à ce titre-là parce que le test est permanent, quoi, en fait. Et après, il se transforme, c'est bien ça. Et Copenhague, si je me permets aussi Copenhague, encore une fois, un exemple extrêmement intéressant. J'étais il y a 2-3 ans, il y avait une exposition et une vidéo qui parlait de l'espace public et qui disait « Le futur de l'espace public, ce sont les enfants ». Donc il faut se préoccuper de l'espace des enfants dans l'espace public. On en a parlé ce matin aussi, mais c'est la première fois que j'entendais ça, de dire il faut penser l'espace public pour les générations futures. Voilà. Et le mettre au cœur de la préoccupation. Très pragmatique en termes d'usage. Ouais. On l'a évoqué ce matin. Le test, c'est ça passe ou ça casse, quoi. Voilà. Et juste pour conclure, parce que vous m'excusez ma dernière image, mais comme je l'aimais bien, ma dernière image tout à l'heure, c'était après la céramique, on est en train de développer un autre matériau dans l'espace public, c'est l'osier, qui a une très grande résistance. On l'a testé dans le cadre d'une résidence à la Villa Médicis. Aujourd'hui, on l'a installé à Rome. Et voilà. Et ça fait 2 ans qu'il est à Rome dans les jardins. Et ça résiste extrêmement bien. Et donc, on va passer, après ce test, à un autre, à des réalisations plus importantes.
Voilà. La céramique et l'osier. Un tout dernier mot, Søren Olgard, vous souhaitiez réagir? Oui, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. Non, mais c'est parce qu'avant, moi, j'ai parlé de la transition entre nous et la nature. Et ça, c'est pas le thème directement. Et ce que je veux dire, c'est plutôt la transition entre l'humain et la ville, évidemment. Et sur ça, je veux dire que ce qui est intéressant aussi, c'est la mixité dans les typologies aujourd'hui. Par exemple, si on parle le Nordhavnen à Copenhague, la nouvelle partie là, nous sommes en train de faire un grand bâtiment tertiaire de 30 000 mètres carrés en bois massif aussi, mais où toutes les rez-de-chaussée sont mixtes. Hein. Ça veut dire que les tenants locataires qui sont en haut là, ils partagent tout le rez-de-chaussée. Là, il y a des yoga, il y a des bike shops, il y a des food courts, il y a n'importe quoi. Et à côté, il y a des canaux, il y a des gens qui naviguent, qui nagent. Oui, tout à fait, oui. Et ça veut dire qu'on a des gens, des étudiants, et en même temps des gens de business avec les costumes cravates. Oui. Et ça veut dire que c'est ça qui est intéressant, hein, les deux choses en même temps. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir été avec nous sur scène pour cette table ronde organisée dans le cadre des premières assises internationales de la ville sensible à Zadigacité. C'était à Lyon le 30 juin 2025. Merci à vous.